Alors c'était le rapport que le monde de la culture et d'Internet attendait tout de même avec impatience, le fameux rapport Lescure, acte 2 de l'exception culturelle. Notre invité ce matin, c'est l'homme qui a donné son nom à ce rapport. C'est donc vous, Pierre Lescure, bonjour. C'est vous qui donnez mon nom à ce rapport. Alors, c'est d'abord Culture Acte 2. C'est un peu tout le monde, oui, acte 2 de l'exception culturelle. Vous avez en tout cas remis ce rapport hier au président de la République François Hollande. Il a été également présenté rue de Valois chez la ministre de la Culture. Alors, même si les principales mesures comme la suppression d'Adopi, la taxe sur les smartphones et les tablettes, le raccourcissement de la chronologie des médias avait tout de même déjà un peu fuité dans la presse. Tout de même, tout le monde attendait de pouvoir lire ce rapport final. 9 mois de travaux, une gestation, 486 pages, 2,3 kilos et 80 propositions plutôt précises, de quoi espérer quelques idées à même de sauver la fameuse exception culturelle française. Et vous avez l'ambition, Pierre Lescure, que justement 60% à 80% des propositions soient suivies d'effets réglementaires. Vous êtes plus optimiste qu'Alfred Hitchcock qui estimait que si on réussissait un film à 50% de ce qu'on en avait rêvé, il était déjà pas si mal. Mais enfin, déjà, les critiques fusent et les déçus se manifestent. Rien de neuf, que des vieilles recettes, une rengaine, de la répression graduée et encore une taxe supplémentaire. Oubliez les réflexions sur la licence globale. Il faut dire que les rapports censés tout de même sauver la culture en France face aux évolutions du numérique se suivent, se répètent. Sont-ils toujours vraiment appliqués? En 2007, il y avait le rapport Oliven, puis ensuite il y avait le rapport Selznick en 2010, et depuis hier, donc, c'est le rapport acte 2 de l'exception culturelle, dit rapport Lescure. Encore un coup d'épée dans l'eau ou pas, Pierre Lescure? Comment voulez-vous que je sois objectif en vous répondant? Oui. Je verrai bien si c'est un coup d'épée dans l'eau, ça veut dire que rien n'aura été pris en compte. C'est compliqué de résumer ce rapport de Culture Acte 2, parce que d'abord il y a 80 propositions, et on n'en a pas mis 80 pour remplir, pour faire sérieux. Souvenez-vous comment est né ce rapport. C'était au moment des primaires, puis ensuite de la campagne présidentielle, où il y avait un grand débat au sein de la gauche entre ceux qui étaient pour ceux qui appelaient à la licence globale et à la suppression d'Adopi, point. Comment mettons en place la licence globale? On ne nous l'expliquait pas. Et la suppression d'Adopi, ça mettait tout le monde artistique en émoi, parce qu'après tout, c'était pas non plus la peine de mort. Voilà, Adopi, il faut rappeler, pour les quelques personnes qui ne seraient pas encore, voilà, c'est sanctions au téléchargement illégal, avec menace d'amende forte et de coupure. Avec effectivement la symbolique terrible qui n'a jamais été appliquée. Oui, mais enfin, en même temps, quand nous, on propose dans ce rapport de la supprimer, et je pense qu'on sera suivi sans trop de problème par le gouvernement sur ce point-là en tout cas, c'est plus qu'une symbolique. Vous savez, quand Robert Badinter il supprime la peine de mort en 81, elle est plus exécutée depuis 2 ou 3 ans déjà, mais la symbolique est diablement forte. Je m'arrête sur ce parallèle qui est un peu excessif. Vous allez vous faire pour la comparaison, madame. Non, mais je le dis évidemment en provocation, mais c'est une provocation de vouloir couper l'accès Internet à un citoyen qui simplement a fauté seul chez lui ou à travers ses enfants qu'on joue avec l'ordi ou un autre support, une autre machine, et vouloir couper l'accès Internet, c'est un peu couper l'eau à une femme qui élève ses 2 enfants. C'est un truc complètement fou aujourd'hui. On peut pas travailler sans Internet. Donc je trouvais que c'était excessif dans la symbolique et dans la réalité. Heureusement, ça n'a pas été appliqué. Mais ça n'est qu'une mesure parmi d'autres, elle est forte. Voilà, mais quand même, on fera pas toute l'émission sur Adopi, mais tout de même, ça intéresse évidemment beaucoup. Non, puisqu'il y aura, on parlera de la chronologie des médias, on parlera des taxes nouvelles ou impôts ou subventions, je ne sais comment il faudra les appeler pour financer vos mesures. Non, mais pour la question d'Adopi, certains disent au fond quand même que même si symboliquement vous effectivement supprimez Adopi et que désormais il y aura une régulation de la fraude sur Internet prise en charge par le CSA, encore faudra-t-il voir quels seront les futurs statuts du CSA, certains au fond vous reprochent tout de même de continuer à parler de l'internaute comme d'un fraudeur, alors que notamment les réponses dues à la licence globale, qui consisterait à payer un forfait, à faire en sorte qu'au fond on ne pénalise pas les échanges de ceux qui se passent d'Internet par le numérique, des produits, des échanges culturels, de sorte qu'ils ne soient pas vus comme des fraudeurs. Au fond, on vous reproche de dire, d'accord, Adopi, c'est très bien de mettre à bas, mais il y a toujours cette idée que l'internaute, au fond, est un piqueur. Non mais vous me laissez un peu désarmé, parce que ce rapport, il commence par l'offre légale. Il commence par tout ce qui doit être fait en France et qui n'est pas fait aujourd'hui pour que l'offre légale se développe à la fois de manière séduisante,
de manière pratique et de manière beaucoup plus fraîche. Parce que s'il y a un mot qu'on ne peut plus imposer aujourd'hui aux internautes, c'est la patience. Et c'est bien normal, puisque dès qu'il y a possibilité, capacité d'avoir accès à quelque chose qui va m'intéresser, qui va me cultiver, qui va me distraire, j'ai pas envie d'attendre parce que la règle veut que le fournisseur a d'autres intérêts que les miens. Ça, c'est une chose. Ensuite, on travaille beaucoup sur le financement de la culture, c'est la deuxième partie du rapport, et sur, effectivement, la protection des droits d'auteur et la rémunération des artistes, qui est quand même, elle, sacrément secouée par les pratiques de l'Internet. Et puis ensuite, dans la protection, on revient sur Adopi, mais on revient aussi beaucoup sur les sites illégaux, les sites souvent proches des milieux mafieux, où là, je trouve qu'on est encore trop doux en France et qu'il faut faire travailler et les services officiels, les services du gouvernement, ce qu'on appelle la cyberdouane, en liaison avec les agences de publicité qui, sans le vouloir, souvent nourrissent les sites illégaux. En publicité, vous avez des marques tout à fait respectables et même quelquefois des sociétés publiques qui se retrouvent faire de la publicité, la SNCF ou d'autres, sur des sites illégaux carrément mafieux. Et puis travailler aussi avec les modes de paiement, c'est-à-dire les cartes de crédit et les paiements électroniques, qui eux aussi peuvent permettre de lutter contre le piratage. Et puis il y a le contrevenant. Mais franchement, quand vous voyez ce qu'a été la réponse graduée, qui est l'Adopi en gros, qui faisait qu'on vous envoyait des lettres d'avertissement et autres. Il y a eu à peu près 2 millions de courriers qui ont été envoyés en premier avertissement par l'Adopi depuis 2 ans. À 90%, il n'y a pas eu récidive. C'est-à-dire que des courriers qui étaient un avertissement, mais qui étaient très pédagogiques, ont été suivis de dialogues par mail ou par téléphone avec ces gens qui recevaient le courrier, qui voulaient se renseigner sur ce qui s'était passé, ce qu'ils ne devaient plus faire. On parle bien du pair-to-pair, du pair à pair. Ensuite, il y a eu, donc, à 90%, pas de récidive, un deuxième courrier, un troisième courrier, et puis finalement, il y a eu 30 dossiers transmis au juge, et finalement 2 condamnations à environ 150 €. Est-ce que c'est l'échec de l'Adopi ? Moi, je dis que c'est plutôt son succès dans cette manière de traiter la pédagogie de l'Internet pour les individus. Et c'est pour ça que nous proposons que la réponse graduée demeure. On la met dans le périmètre du CSA parce qu'il a à gérer maintenant les contenus de plus en plus sur Internet. On va le voir plus tard dans quelques mois à travers la réforme du CSA. Mais il y a quelque chose qui se fait naturellement. Le reste d'Adopi, je vois pas l'intérêt de le conserver en autorité administrative indépendante, ce qui coûte très cher. Philippe Bagnères nous l'a expliqué tout à l'heure. Philippe Bagnères, que l'on peut réécouter sur un mot, Philippe Bagnères. Non, moi je pense que ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire sur l'utilité de la riposte graduée et son efficacité, précisément à raison du peu d'amendes qui ont été infligées in fine, moi je trouve relativement probant. Encore une fois, moi je trouve que l'analyse que fait Pierre Lescure est parfaitement défendable. Il a travaillé sur le dossier, j'ai aucun souci là-dessus. Mon seul souci, c'est l'idée, encore une fois, de régler un problème par une taxe. Il a bien compris. Alors, vous allez y venir dans un instant. Peut-être pour comprendre un peu, là, au fond, la méthode et la difficulté d'écrire un tel rapport et de le penser. Vous avez consulté, cela dit, tout le monde, même les pirates, dites-vous dans l'introduction. Est-ce que ça n'est pas de fait que, au fond, les usages en la matière vont tellement plus vite et beaucoup plus vite que le législateur, que même, et c'est pas du tout une perfidie, que même vous, en rédigeant ce rapport, vous vous êtes dit, est-ce que ça ne va pas si vite qu'on sera de toute façon forcément un peu en décalage, que l'usage est tel, les pratiques, les manips, l'habileté, et c'est pas seulement du jeunisme, mais que d'une population qui manie ça parfaitement bien, qu'on ne sera pas, au fond, encore une fois, peut-être un peu en retard ou un peu à côté. Est-ce que c'est tout simplement ? C'est l'une des raisons, je vous rejoins totalement, c'est pourquoi moi et la jeune équipe qui m'entourait, il fallait corriger l'âge du capitaine, avec également des fonctionnaires de haute qualité qui venaient d'un certain nombre des corps d'État que Philippe vous évoquiez tout à l'heure. Il n'empêche que ce qu'on a voulu, c'est, dans la grande majorité des cas, faire qu'on puisse travailler à droit constant. C'est-à-dire que je trouve que les organes de régulation en France ont leurs vertus, ont leurs valeurs. Le CSA, par exemple, fait un très bon boulot, mais il faut se rapprocher, j'en suis absolument convaincu, et ça date pas de ce rapport, des pratiques, notamment américaines, où la FCC est un organisme réduit, attentif, qui dialogue et qui observe en permanence les acteurs du secteur de l'audiovisuel et de l'entertainment en général, et qui bouge le manomètre
du grand mobile de l'économie, des médias ou de la culture chez nous, mais des médias aussi. Et il n'y a pas la peine, c'est pas la peine de faire une loi cadre tous les 5 ans qui est toujours dépassée. On fait toute une série de propositions qui doivent permettre en permanence et en temps réel d'amodier un certain nombre de dispositions. Alors, sauf que le manomètre, chez nous, là où il est très compliqué, évidemment, à régler, qu'il est pris entre deux contradictions, souvent, enfin, que certains arrivent à résoudre, qu'on les suive ou pas, de façon en tout cas théorique, mais c'est le manomètre, c'est le réglage entre notre tradition de la propriété du droit d'auteur, bon, et de l'autre, c'est l'usage par Internet d'une liberté de circulation des œuvres qui ne tiennent pas compte, mais sans même forcément vouloir le mettre à bas, mais qui ne tiennent pas compte du droit d'auteur. Là, ceux qui vous reprochent, au fond, qui vous font quelques critiques, disent, au fond, c'est encore une fois de plus, davantage le droit d'auteur qui est privilégié que la liberté de circulation. Mais je vois pas où on entrave la liberté de circulation. Tout ce qu'on propose sur la chronologie des médias et la manière, par exemple, l'obligation d'exploitation des œuvres, c'est intéressant pour les auteurs, mais c'est intéressant aussi pour l'internaute. De quoi se plaint l'internaute? C'est que quand il va sur des sites légaux, il trouve pas il trouve trop souvent pas ce qu'il voudrait. Donc, il va sur des sites illégaux. C'est le réflexe normal. Je ferais pareil. Le maître mot souvent qui court dans le rapport et qui est très intéressant, on pourrait dire, sur les questions de société, c'est la question de l'impatience. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le mot patience, vous ne pouvez plus l'imposer à un citoyen qu'il ait 15 ans ou qu'il ait mon âge 67. C'est l'envie de consommer quelque chose qui ne vient pas à temps et qu'on va donc chercher illégalement, mais plus... Mais c'est comme si vous alliez dans une très grande bibliothèque et puis on dit « Ah ben non, votre carte ne vous permet pas d'avoir tel volume. » C'est inacceptable, donc vous le piquez. C'est ce que je vous dise. On arrive au bout de la première partie. Ce que je trouve très, très, très important, c'est qu'on n'acte pas le fait que le pillage étant une pratique, il est un droit. Moi, je trouve que c'est très important au nom de la protection des artistes et puis au nom de la protection aussi des gens honnêtes qui ne pillent pas. Et un dernier point là-dessus, c'est une question de demande, c'est une question d'offre, comme le dit très justement Pierre Lescure. Je voyais hier dans Business Week, la nuit, aux heures de pointe, plus d'un tiers de la bande passante est consacrée à Netflix. C'est-à-dire, c'est des gens qui vendent du cinéma en téléchargement légal. Simplement, ils ont des des modes de facturation adaptés à la demande. Et donc, on peut avoir un business qui tourne et qui à la satisfaction de tout le monde. Un mot, Pierre Lescure, nous arrivons au bout. Alors, je suis à 100% d'accord. Je pourrais faire très long, mais on arriverait à 8 heures. Je pourrais faire très long sur les séries. Dont se nourrit entre autres Netflix les mangas. Non, mais sur les séries françaises, on est quand même un des seuls pays au monde qui diffuse les séries non françaises, qu'elles soient nordiques maintenant, puisqu'il y en a plein de bonnes, ou anglo-saxonnes, on les diffuse 1 an après le pays d'origine. Faut être malade à l'heure d'Internet. Et pourquoi? Alors, quand vous interrogez un opérateur de télévision en France, il vous dit « Ah bah oui, mais vous comprenez, nous on aime bien passer 3 épisodes par soir. Donc il faut qu'on attende que tout ait été diffusé là-bas pour le faire. » Mais si on continue de penser que la France peut rester un champ clos de l'audiovisuel, du cinéma et de la culture en général à l'heure d'Internet, on se trompe. 8h16, bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc. C'est l'heure de votre chronique. La principale qualité d'un bon second, c'est le sens de la diplomatie, l'art du compromis. Il en faut pour faire le lien entre un vrai patron et son équipe, réussir le grand écart entre les visions du grand homme accroché à ses projets mirifiques et les réalités quotidiennes d'une équipe lasse d'être considérée comme de la piétaille, de l'intendance. Pierre Lescure, vous avez longtemps joué les seconds, derrière Pierre Desgroupes à France 2, André Rousselet puis Jean-Marie Messier à Canal+, François Pinault qui vous a donné le théâtre Marigny. Vos talents de négociateur et votre réputation de bon second vous ont servi auprès de la ministre de la Culture. C'est François Hollande qui vous a choisi, mais elle vous juge loyal. Il ne rêve pas de prendre ma place, assure-t-elle, ce qui en dit long sur l'idée qu'elle se fait de la plupart des autres talents et personnalités du monde de la culture qui gravitent en ce moment autour du président de la République. Votre mission, soyons clairs, consistait essentiellement à tenter de rabibocher la gauche avec le milieu des créateurs et des industries culturelles. Car si le milieu a le cœur à gauche, il veille sur ses droits d'auteur. Et il se méfie de la culture de la gratuité qui a rencontré des échos favorables jusqu'au sein du Parti socialiste. Durant sa campagne, François Hollande avait très soigneusement évité de se prononcer sur ce sujet, ménageant la chèvre, les internautes qui acceptent d'autant moins d'avoir à payer pour les contenus qu'ils sont plus jeunes, et le chou, les artistes et professionnels de la profession qui ne veulent pas être les dindons de la révolution numérique. Solution imaginée par votre commission,
On renonce à Adopi, mais pas à la riposte graduée. Le piratage sous la gauche reste du piratage et les droits d'auteur des droits d'auteur. On supprime Adopi, symbole odieux du sarkozysme, mais on transfère ses responsabilités entières au CSA. La coupure d'accès, sans doute inapplicable, puisque Adopi n'en a jamais décidé aucune, est remplacée par des amendes administratives en cas de récidive. Le CSA est certainement compétent pour la vidéo à la demande, mais l'est-il en ce qui concerne la musique ? Dans la mesure où il s'est souvent comporté de manière frileuse envers le basculement numérique, on peut se demander si les internautes ne vont pas bientôt regretter l'Adopi. Mais bien sûr, la préconisation la plus spectaculaire et la plus commentée de votre rapport, c'est ce compte de soutien à la transition numérique des industries culturelles, financé en partie par une taxe sur les opérateurs télécoms et surtout sur les acheteurs d'appareils connectés. On dira une taxe de plus, après celle frappant déjà les supports de copie privés comme les clés USB et disques durs externes. Mais le système actuel est paradoxal puisque les gagnants sont les plateformes et autres sites agrégateurs qui se contentent de mettre à disposition des contenus dont ils ne sont pas les créateurs. En réalité, le secteur est en train de trouver lentement son modèle économique. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en Suède, où les hivers et les modes nouvelles arrivent généralement en avance sur les nôtres. 20% de la population est désormais abonnée à un service de vidéo à la demande. Vous souhaitez également accélérer la chronologie des médias. Eh bien, HBO Nordic diffuse les séries américaines en version sous-titrée en suédois 5 heures après leur diffusion aux États-Unis. Vouloir réglementer est une passion toute française. Jean-François Fogel et Bruno Pétineau, dans leur dernier livre « La condition numérique », écrivent « Dans l'univers numérique, la législation n'a pu suivre le train d'enfer imposé par les géants du réseau. » Alors Pierre Lescure, ne risquez-vous pas de voir votre réforme très vite bousculée par une nette réalité qui court toujours plus vite que la loi ? Voilà, la chronique de Brice Couturier, a-t-elle chargé, vive le numérique, sur franceculture.fr. Réponse, Pierre Lescure. Sur 2 plans. D'abord, je suis content qu'on ait les mêmes sources et les mêmes observations, Brice Couturier, parce que quand on voit ce qui se passe effectivement dans les pays nordiques, et notamment avec HBO Nordic, c'est l'exemple que j'ai ressorti dans nos conversations informelles avec l'ensemble des acteurs de la télévision française, y compris la chaîne payante, en disant si vous n'allez pas vers ce modèle rapidement, vous serez beaucoup plus que notre rapport dépassé par les événements et par la vraie vie. Donc, d'une manière précise, à la fois sur la vidéo à la demande, mais aussi sur la vidéo à la demande par abonnement, qui en France est une espèce d'encéphalogramme plat du désir et du commerce, c'est une folie de ne pas développer ce système. Je vais plus loin. Si on trouvait... si on peut initier, développer 1 ou 2 champions français de la vidéo à la demande par abonnement, ce qu'on appelle, je sais que c'est un sigle anglo-saxon, mais la SVOD, qui pour l'instant n'existe pas, puisque la fenêtre SVOD est à 36 mois. Vous vous abonnez à un service qui vous propose des films 36 mois à leur sortie, voilà. Et qu'on vous 36 mois après après les chaînes gratuites. Voilà, après les chaînes gratuites. Voilà. Donc c'est une folie. Bref, si on développait 1 ou 2 champions français, ce que nous souhaitons vivement, et on essaie de faire des propositions en ce sens, 1 ou 2 champions de la SVOD, vous auriez en grandeur nature des grandes poches de population qui, commençant à s'abonner, nous habitueraient peut-être à quelque chose qui ressemblerait à une licence globale. On pourrait le tester. Alors que passer directement de nos systèmes actuels à une licence globale, à une contribution artistique et créative, comme il en a été beaucoup question pendant la campagne, vous l'évoquiez Brice, la campagne des primaires et des présidentielles à gauche, on ne peut pas passer du jour au lendemain à un système à un autre. On serait beaucoup plus intrusif pour ce qui est de la redistribution de cette contribution, etc., qu'on ne l'est aujourd'hui. C'est pour ça qu'on avance 80 propositions. Il s'agit d'approcher le plus possible la vraie vie des contenus artistiques et de l'Internet. Mais surtout, pas trop de réglementation. Il y a des choses qui doivent passer par la loi, la transformation d'Adopi, etc., etc. Mais le reste, essayons d'être à droit constant et essayons d'en permanence, comme le font les anglo-saxons ou maintenant les nordiques, de discuter, de négocier la régulation
qui n'est ni la réglementation ni la sanction. Est-ce que la vraie vie n'a déjà pas un pas, pardon, hein, mais elle aura toujours un pas d'avance avec, Elle aura toujours. regardez, le fait qu'on puisse acheter aujourd'hui très vite et très facilement des films, y compris des films français ou des séries sur iTunes, sans respecter du tout les délais de la chronologie. Oui, mais c'est pour ça... Et que les distributeurs français donnent volontiers, sans problème, à iTunes. Mais on est bien d'accord, et demain, ils le donneront à un service Netflix ou à un service Amazon. C'est une évidence. Donc il faut que les modèles français évoluent. Pour ça, il faut à la fois qu'ils soient plus volontaristes. On fait toute une série de propositions sur la SVOD, dont on propose de raccourcir le délai, la télévision, la vidéo à la demande par abonnement, de passer de 36 à 18 mois. Ce qui serait déjà une mesure symbolique. On fait des propositions assez fortes, je trouve, sur la vidéo à la demande et sur la capacité à travers une commission qui discuterait toutes les semaines avec le CNC pour observer une commission très courte représentant les distributeurs, les exploitants, les producteurs et les diffuseurs, voir quels sont les films qui ont terminé leur carrière au cinéma et qu'on peut d'ores et déjà proposer en vidéo à la demande, afin qu'il y ait un flux de propositions, que d'un seul coup, il y ait quelque chose d'attractif. Pourquoi ne pas faire pour la culture, comme pour les magasins de prêt-à-porter, qui vous changent la chalandise toutes les semaines? Et bien, faisons pareil pour la vidéo, que toutes les semaines, j'ai envie d'aller voir plein de sites. Le fait est que les professionnels du cinéma seront très attentifs et très inquiets tout de même par rapport à ces questions-là, qui veulent plus que jamais privilégier quand même et garder le caractère unique et premier de la salle. Mais la salle, faut pas y toucher. Mais la salle, c'est magnifique. C'est de là que tout part. Nous, on touche pas une seconde à la salle, mais qu'en revanche, au bout de 2 mois d'exploitation, on sait bien que certains films ne vont plus connaître... D'abord, ils n'ont que des écrans en petit nombre et à des horaires marginaux, à 11h du matin ou autre. Nicolas Philibert le disait très bien dans une tribune du Monde il y a 4-5 jours. Donc, ces films-là, pourquoi ne pas prolonger leur existence et leur belle existence en vidéo à la demande, sans attendre la règle de la chronologie des médias. Soyons souples et soyons réalistes, adaptés. Alors là, une des autres mesures, des 80 mesures que vous préconisez au président de la République, c'est de taxer le smartphone. Alors là, tout de suite, évidemment, les industriels se lèvent. C'est un peu vite dit. Hein. On voit dans Libération d'aujourd'hui, Bernard Heger, directeur du Cinévalec. C'est le lobbyiste numéro 1 des fabricants. Bien sûr, il dit, là, vraiment, ça sera... Il le dit en alexandrin, même. Quant à la taxe sur les produits connectés, c'est une aide d'État déguisée. C'est sans doute en alexandrin, comme c'était le cas avec les fournisseurs d'accès à Internet. Et si ça passe, on ira à Bruxelles, d'autant que le rapport propose de taxer à 1%, sans qu'on sache à quoi servirait l'argent. Nous, ce qu'on dit, n'oubliez pas qu'on travaille, c'était la mission qui nous était donnée, on a travaillé à 3 à 5 ans. Au-delà, on aura le temps justement de travailler la régulation d'ici là. Vous prenez la redevance pour copie privée. Notre conviction à nous, peut-être la partagez-vous en partie, c'est que dans les 3 à 5 ans qui viennent, la copie va disparaître et sera un acte de moins en moins réel. Alors que l'accès est quelque chose qui va se développer, le cloud va y aider. Le nuage. Taxer le nuage. Non mais, attendez, avant de taxer le nuage, nous ce qu'on dit c'est que la copie privée a de fortes chances de perdre sa réalité et sa substance. Donc, et elle représente 200 millions. En gros, 190 millions, je crois, pour le dernier exercice. Ce que nous proposons, c'est une taxe sur l'ensemble des objets connectés, des machines connectées qui permettent l'accès et qui permettent l'usage des contenus, mais à un taux extrêmement faible. Nous, on pense que ça ne doit pas excéder 1%, donc on sera bien sur la marge des fabricants et pas au-delà. Quand on vous vend un... Ça ne tient pas. Parce que si vous voulez remplacer effectivement la taxe que vous dites sur les supports de copie, qui effectivement, je suis d'accord avec vous, vont disparaître parce que de plus en plus, on va avoir un usage, on n'achètera plus un bien, mais l'usage qu'on va en faire. Or, si vous voulez vraiment que ça rapporte autant, il faudra que vous montiez votre taxe à 3 ou 4% et pas seulement à 1. Parce qu'à 1%, calculé par les Échos, c'est pas moins, ça rapporterait 86 millions d'euros. Je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, il faudra augmenter cette taxe progressivement, comme d'habitude, comme toutes les taxes. Oui, sauf que la copie privée aura diminué.
Donc progressivement, on va donc vous allez supprimer. l'autre. Je vous assure alors. que c'est franchement, c'est très précisément exposé dans le rapport, aussi bien pour cette taxe, pour cette redevance que pour l'autre taxe qu'on a envisagée. On reste à revenu constant. Simplement, notre boulot, notre responsabilité, c'était de prévoir dans les 3 à 5 ans une espèce de truc de vase communicant où on se trompe, vous et moi et tous les autres. Et il y aura toujours autant de copies privées. Ça m'étonnerait. On restera, moi aussi, on restera à un taux très faible et une assiette très large. Et puis en revanche, si la copie privée ne peut plus justifier ces barèmes d'aujourd'hui, la redevance pour copie privée, alors on aura ce relais. Donc on ne prélève pas davantage, mais on prélève différemment. Sur l'usage et non pas sur la possession d'un bien culturel. C'est exactement cela. Caroline Forest. Oui, moi je suis assez en phase avec tout ce que vous avez dit sur notamment le fait que le seul moyen de prendre de vitesse ces évolutions, c'est de rendre plus facile l'acte de télécharger légalement que de télécharger illégalement. Or aujourd'hui, quand on est devant une télévision et qu'on veut légalement télécharger un film, ça patine, ça prend un temps fou, alors que ce serait beaucoup plus simple si c'était rapide que d'aller sur son ordinateur télécharger légalement, puis de le transvaser sur sa télévision. Et en plus, vous l'avez dit aussi, il y a un certain nombre de films ou il y a un certain nombre de musiques sur ces téléphones, sur ces smartphones qui manquent. Donc du coup, ce manque d'offres fait qu'on peut se tourner vers des sites de téléchargement illégaux, effectivement plutôt d'ordre mafieux. Et qui mettent en cause aussi ce qu'on appelle plus tard, et enfin en ce moment, la question de la neutralité du net. C'est-à-dire que les offres sont extrêmement différentes selon certains forfaits. Et ça, je pense que c'est une question à laquelle vous serez obligé aussi sur laquelle vous serez obligé de plancher, à savoir quels sont les moyens que l'on peut mettre dans un abonnement à un faille via un équipement lambda, et qu'est-ce qu'il propose en vertu, toujours pareil, de ce forfait, et qui là met en cause la neutralité du net. Donc vous allez avoir une équation assez complexe à résoudre. Mais par exemple, selon que l'on met un forfait à 5 euros, 10 euros, 15 euros par mois sur un abonnement, l'accès ne sera pas le même pour tous, selon les tarifs proposés par les opérateurs. Est-ce que là, la régulation y peut quelque chose, notamment ? Mais là, je vois pas bien le sujet. Pour rendre au fond l'égalité d'accès à tout le monde, qui ne sera pas garantie par la différence des abonnements. Il faut faire une agence d'État, si vous voulez, l'égalité pour tout le monde. Il faut bien que quelqu'un soit plus attractif que l'autre, quand même. Et en fonction donc d'une vente et d'une offre différente, d'une offre qui sera dérégulée. Marc, commençons déjà par libérer tous les contenus que Caroline Forest voudrait trouver et qu'elle ne trouve pas. Par exemple, on a toute une série de mesures où on propose, où on essaie de contraindre ceux qui détiennent des catalogues à une obligation d'exploitation des œuvres. Souvent, vous avez des gens qui détiennent des catalogues, il y en a des conséquents ou des plus modestes, mais qui décident que, après tout, ça va pas être assez rentable, je le mets pas sur le net. Il y a quelque chose d'insupportable. Dès lors que vous vous baladez sur un site ou sur un autre, vous vous informez sur... Tenez, le Festival de Cannes démarre cette année. On va parler, cette semaine, on va parler d'un réalisateur venu de Hong Kong, de Corée ou d'Amérique du Sud ou d'Iran. Et puis on va se dire, tiens, il a déjà fait 3 films, j'aimerais bien voir l'avant-dernier. Eh bien, vous ne le trouverez pas, parce qu'il n'est plus tout à fait d'actualité, il n'est pas dans la SVOD, il n'est pas dans le catalogue. Sauf si vous mettez en place un système de licence globale, comme le veulent certains, d'échange non payant des biens culturels. Comment vous faites un système non payant ? Par une contribution créative. Mais on se l'est dit tout à l'heure, avant 8 heures. La licence globale, je pense qu'on tendra vers quelque chose qui ressemblera à une licence globale à moyen-long terme. Aujourd'hui, on ne peut pas passer d'un système à l'autre par un simple rapport ou une loi cadre. Je n'y crois pas. Car au moment de la redistribution en matière de licence globale, on sera d'un intrusif que vous ne supporterez pas. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Ce serait plus intrusif que les mesures que l'on vous reproche aujourd'hui, que l'intrusion qu'on vous reproche aujourd'hui. Évidemment. Enfin, que certains vous reprochent. Puisqu'il faudra aller chercher chacun de vos actes pour la redistribution. Je vous propose d'écouter justement un de ceux qui commentent négativement le rapport. Vous le savez bien sûr, vous les avez rencontrés. C'est la Quadrature du Net qui sont pas forcément en phase en tout cas avec vos propositions, et notamment Jérémy Zimmerman, porte-parole et cofondateur de la Quadrature du Net, qui a déjà apporté 14 contre-propositions à votre rapport. Il a été interrogé par Antoine Beauchamp. Jérémy Zimmerman insiste sur l'importance du partage dès lors qu'il s'agit de la culture en partage amplement enrichie selon lui grâce à Internet.
La culture n'existe que si elle est partagée. Quand j'avais 10 ans, on s'échangeait des cassettes audio dans la cour de récré. Ça faisait pas de nous des voleurs, même si l'industrie du disque à l'époque pensait qu'on était des voleurs et nous traitait déjà de voleurs. Au contraire, en partageant ces cassettes audio, on se faisait une culture, et c'est en se faisant une culture qu'ensuite on pouvait aller acheter des disques, des tickets de concert, recommander des artistes, des œuvres, etc. Aujourd'hui, on peut faire ça à une échelle beaucoup plus grande. Et toutes les études indépendantes le montrent, y compris une étude de l'Adopi. Les gens qui partagent le plus sur Internet sont aussi ceux qui dépensent le plus pour la culture. Nous, ce que l'on dit, c'est que cette pratique de partager la culture sur Internet, c'est pas du vol, c'est une nouvelle pratique culturelle qui favorise la diversité culturelle et qui est bénéfique à la culture et son économie. Voilà, Jérémy Zimmermann, porte-parole de la Quadrature du Net. Je veux juste faire je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il est plus facile quand même de partager la culture légalement aujourd'hui qu'on ne le faisait de manière bricolée. Je suis plus âgé que Zimmermann, mais qu'on ne le faisait avec nos petites cassettes audio ou nos cartridges quand j'étais gamin. Aujourd'hui, c'est une évidence. Mais faut pas confondre quand même. À travers partage, les vocables sont drôlement utilisés maintenant. Moi, je veux bien le partage, évidemment. Qui peut être contre le partage? Mais est-ce que vous pensez que dans le pair à pair, par exemple, dans le peer-to-peer, quand je partage de façon illégale la bibliothèque de quelqu'un que je ne connais pas, mais qui l'a mis simplement sur le net, et puis je me sers gratuitement, vous appelez ça le même partage que quand dans la cour d'école avec votre meilleur pote ou un de vos meilleurs potes, vous échangez des cassettes. Sauf si le gars qui a mis sa bibliothèque en ligne la met libre de droit. Oui, il l'a mis libre de droit, mais il les avait pas, donc... Caroline Fourest. Non, mais pour revenir sur la redevance sur les smartphones et sur les tablettes, qui a déjà été dans un autre style. On se souvient quand même que quand on a arrêté la publicité pour France Télévisions, on a proposé de le compenser par une taxe sur la téléphonie mobile qui, visiblement, est toujours en train d'être arbitrée à Bruxelles. Donc ma première question, c'est est-ce que vous pensez que cette taxe peut faire l'objet aussi d'un litige à Bruxelles? Et ensuite, qu'on finisse la discussion qu'on a commencée, qu'est-ce qu'on fait des bénéfices de cette redevance? Comment on le répartit concrètement? Pierre Lescure. Sur ce contentieux à Bruxelles, la Cour de justice doit trancher. On attend, et en fonction de ça, on adaptera ce qu'on a proposé. Ce qu'on a simplement dit, nous, pour l'instant, à ce stade, en attendant les décisions de la Cour de justice, ce qu'on dit dans le rapport, c'est que la taxe sur les objets qui diffusaient de la télévision ou des contenus télévisuels, elle doit quand même, là aussi, même si on reste dans des taux faibles, être étendue à tous les objets qui vont demain à diffuser des contenus audiovisuels qui ne vont plus être seulement, à l'heure de la télé connectée, un poste de télévision. Donc il vaut mieux, là encore, à revenu constant, jouer sur les taux et sur l'assiette. Et sur l'utilisation que vous comptez faire ensuite de cette redevance prise sur ces nouveaux médias? C'est là ce que vous évoquiez tout à l'heure à travers un compte de soutien, c'est qu'on pense que ça doit être en fonction des besoins des différents secteurs, ça peut être réaffecté, pas seulement à l'audiovisuel, aussi à la musique. Alors, est-ce que, cela dit, c'est le rôle du CSA d'appliquer à Internet des règles déjà imposées aux médias classiques? Là aussi, toujours, Jérémy Zimmermann, cofondateur de la Quadrature du Net. Le CSA, par définition, c'est un organisme centralisateur qui applique ses réflexes de contrôle à des canaux de distribution qui, par définition, sont rares. Donc le CSA centralise la gestion de cette rareté. Il y a peu de fréquences télé, peu de fréquences radio, donc on doit imposer des règles d'équité. Alors qu'Internet, c'est tout l'inverse. Internet, c'est l'abondance des canaux de distribution. Chaque individu est potentiellement son propre canal de distribution. Et donc, aller appliquer les réflexes centralisateurs du CSA sur Internet, c'est l'assurance de se planter. Et on voit dans les propositions de Lescure, en filigrane, des mesures comme la priorisation de l'accès aux consommateurs ou des choses comme ça, qui nous font penser que de graves atteintes à la neutralité du net et donc à nos libertés en ligne pourraient découler de tels mécanismes. Voilà, Jérémy Zimmermann de la Quadrature du Net. Pierre Lescure, c'est quand même que le bon sens qui parle là. Mais bien sûr, mais je suis d'accord avec lui. Mais si le CSA doit rester effectivement l'organisme créé dans les années 80 qui s'appelait la Haute Autorité, puis la CNCL, et puis qui
est devenu le CSA et qui gère des fréquences, si j'ose dire, physiques et rares, alors qu'on est maintenant à l'inverse, c'est que la régulation doit changer. Et avant, on était plus dans la réglementation que la régulation. La régulation, c'est un bon mot, c'est un beau mot. Dans ma tête, dans ma bouche et dans mon esprit. La réglementation, si je prenais le trafic routier, la réglementation, c'est le code de la route. Quand vous contrevenez, vous avez des sanctions. Et puis la régulation, ce sont toutes les mesures qui font que le trafic devient fluide, devient confortable et devient attractif. C'est ça la régulation. C'est tout ce qui incite et contribue au mouvement. Donc, où le CSA demeurait dans ses fonctions d'avant, et effectivement, on ne voit pas pourquoi on lui donnerait de nouvelles tâches. En revanche, il faut que le CSA, et je trouve que les premières mesures qui sont prises quant à sa composition, quant à sa désignation, le côté plus resserré de son collège, vont dans le bon sens. Je souhaite que le CSA continue de faire appliquer la loi et les réglementations, les conventions, mais cette fonction qu'on trouve dans les pays anglo-saxons et les pays nordiques que vous évoquiez, Brice, tout à l'heure, moi j'ai toujours trouvé que la façon de fonctionner de la FCC américaine, qui est une FCC, manière de... L'acronyme de FCC, pardon, moi c'est je la l'ai pas en tête. fédérale On va Communication Community. Voilà, googliser la chose. FCC. S'il vous plaît, je vous remercie. C'est la fédérale commission de communication. Et qui, en permanence, dialogue... Vous avez vu mon accent ? Fédéral Communication. Oui, ça, bravo, oui. Brice Couturier. Oui, je me demande si en fait il n'y a pas le problème, c'est l'ambiguïté de ce qu'on entend par bien culturel circulant sur Internet, parce que vous avez d'une part des films qui ont demandé des investissements lourds ou des livres qui aujourd'hui sont soumis au droit d'auteur, mais qui demain pourraient être soumis à un droit de réception, puisque le droit d'auteur va perdre la partie face à Internet. Et puis d'autre part, vous avez ce qu'on appelle des contenus de basse définition, les licences libres, les remixes, la création collective, tout ce qui cherche un public, qui cherche une visibilité et qui n'a pas besoin de rémunération. Le problème, c'est que sur Internet circulent à la fois ces biens qui ont demandé des investissements lourds, et si on veut qu'une industrie du cinéma et de la musique continue à exister, il faudra bien payer pour qu'elle existe. Et puis d'autre part, c'est bien, encore une fois, de ces contenus de basse définition qui, eux, cherchent une visibilité. Le problème, c'est comment arriver à faire circuler ensemble ces biens qui sont marchands et ces autres qui ne le sont pas. Et on voit bien qu'Internet est en train de bousculer la hiérarchie entre ces différents types de contenus. Quelle est votre réponse à cette ambiguïté-là ? La réponse, c'est que, d'abord, j'ai pas de réponse absolue. Si je le disais, vous ne me croiriez pas, et vous auriez raison. Donc, on essaie d'avancer, et il faut avancer en mouvement et s'adapter au fur et à mesure de la réalité. Dans le rapport, il y a une quinzaine de propositions qui tournent autour des remixes, des mash-ups, des licences libres. On travaille beaucoup qui font voler en éclat la question du droit d'auteur aujourd'hui. Mais on est d'accord. Mais même au plus haut niveau, c'est pas seulement un truc Regardez ce qu'on propose. Regardez un clip de Jay-Z, de Kanye West, c'est entièrement fait de ça. On est d'accord. De mélange, de remix. Je trouve qu'on fait des propositions qui sont une ouverture vers la prise en compte de cette réalité qui ne peut pas être considéré comme un droit d'auteur de la même manière. Et donc, sur le mash-up, sur le remix, sur les licences libres, sur les exceptions au droit d'auteur, aussi bien pédagogiques que l'exception handicap, qui n'est pas secondaire, etc., on travaille, on fait des propositions. Par ailleurs, vous prenez le cinéma, selon l'expression presque éculée mais réelle, c'est une économie de prototype. Vous avez des petits budgets, des moyens budgets, des gros budgets. Il y a des gros budgets qui sont des bides, mais il n'empêche qu'ils ont nécessité un gros budget. Et le cinéma, jusqu'à la fin des temps, continuera d'abord de travailler en salle, ça j'en suis convaincu, mais aussi il faudra du préfinancement. Donc on est dans une autre économie. Il faut faire cohabiter toutes ces économies différentes, y compris quand l'économie ne coûte rien, si j'ose dire, comme le remix ou le mash-up. Mais vous connaissez bien le sujet. Si, par exemple, on change la chronologie des médias et qu'on a accès, par exemple, vidéo à la demande, à des films de façon plus proche et plus rapide que les fameux 36 mois ou même 18 mois, et qu'au fond, cela attaque un peu le monopole d'une certaine chaîne française qui finance le cinéma, Canal+. Comment on va le financer, le cinéma, à partir de là ? Ou est-ce que là, la chronologie des médias n'entame pas la préséance, on va dire, qui est même accordée à Canal+, en contrepartie du financement que Canal+ fait du cinéma ? Canal+ contribue pour entre 20 et 25% du préfinancement du cinéma français. Donc c'est vital pour le cinéma, même si c'est aussi vital, donnant, pour Canal. Oui. Pensez que la plupart des internautes, sinon tous les internautes qui aiment le cinéma, ont les mêmes réactions de désir que vous. Si un film passe à 3 mois ou 4 mois en vidéo à la demande, est-ce que ça signifie que sa consommation 1 an plus tard
sur l'abonnement Canal, en premium, comme on dit, en chaîne payante premium, sera diminué. Je ne le crois pas. On a du plaisir à regarder. C'est un pari, ça. Mais non, c'est pas un pari, c'est une réalité qu'on a déjà vécue, y compris à Canal, ils le savent très bien. Maintenant, quand on me dit, vous réduisez la fenêtre de vidéo à la demande par abonnement à 18 mois, ça va entamer le crédit de Canal, par derrière, si j'ose dire, par la fenêtre qui suit. Mais c'est un non-sens. Ça veut dire que quelqu'un qui aime le cinéma va dire, je ne m'abonne plus à Canal, dont les films passent à 10 mois ou 12 mois, parce que je pourrais l'avoir moins cher à 18 mois. Mais c'est que tu n'avais pas envie de voir le film. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'existe pas dans la vie d'aujourd'hui. Ouais. Caroline Forest. Ceci dit, racontez-nous un peu comment vos camarades de Canal+, qui est une maison que vous connaissez bien, ont réagi à ces propositions, parce qu'ils peuvent être quand même légitimement inquiets. Et puis ma question est plus large. Qui vous avez fâché et qui vous avez dû ne pas fâcher? Je ne me suis pas posé la question de savoir qui je ne devais pas fâcher. Mais en revanche, comme je le pense, on a fâché un peu tout le monde, mais je trouve que dans ces 80 propositions, on demande un peu à chacun, et dans différents domaines de la musique, des livres, du cinéma, de la télévision, des jeux et de beaucoup d'autres choses, on demande un effort, on leur demande d'avancer d'un pas, et ils vont y trouver des avantages. Alors avancer d'un pas, ça, c'est toujours énervant. Pourquoi ne rien changer ? Pourquoi ne rien changer à la chronologie des médias? Je pense que à la fois la commission que nous proposons, qui doit étudier le marché du cinéma hebdomadaire pour voir les films qui peuvent connaître une vie en vidéo plus rapide, c'est quelque chose qui est attentif, qui va tenir compte de la réalité du marché. Quand on propose une fenêtre à 18 mois, on n'entame pas l'attractivité des chaînes gratuites et en revanche, on n'entame pas du tout l'attractivité de Canal. Il s'agit de bouger le mobile. Et c'est pour ça que j'appelais de mes voeux une régulation plus qu'un encadrement trop strict façon CSA d'hier, parce qu'il faut bouger le mobile. C'est un mobile très complexe, de plus en plus complexe, comme le disait Zimmerman tout à l'heure, s'agissant du net et des multiples manières, et on n'en connaît encore qu'un tout petit bout, de consommer des biens et des contenus culturels de tout genre sur le net. Il faut bouger le mobile en permanence et avec doigté, mais en permanence. Alors, on vous a un peu taquiné dans la presse en disant que vous ne deviez surtout pas fâcher votre grand ami François Hollande, qui, une fois élu, vous a confié cette mission. Et puis on a un peu ironisé en disant c'est que c'est un homme du sérail, il y aura forcément, voilà, ça va être un rapport entre copains parce qu'il connaît tout le monde, à la fois le théâtre, le cinéma. Et Hollande et son pote, quoi, finalement. Voilà. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas fâcher Hollande? Parce que vous n'allez pas décevoir le président qui vous demande éventuellement un rapport qui irait dans le sens dans lequel il voudrait qu'il aille, si je puis me permettre. Il est resté durant la campagne présidentielle. Je ne fais que l'écho de ce qu'on a pu lire un peu dans la presse. C'était pas Zimmerman, Zimmerman que vous avez tout à l'heure interrogé, sortait encore hier sur un tweet ou un mail, je me souviens, enfin sur son site où je me souviens plus. Il redisait oui, mais Lescure de toute manière il est fait aux pattes puisqu'il est tenu par Canal, il est tenu par le cinéma et il travaille même avec une société de haute technologie en Suisse qui s'appelle Coudesquil, fabricant d'énormément de du Nagra. Et ben voilà. Lisez le rapport. Qu'est-ce qu'on fait sur la haute technologie? On considère qu'il y a beaucoup trop de DRM dans tous les produits qu'on achète et on conseille, nous, qu'il y en ait de moins en moins, sinon pas du tout. Donc franchement, je vois pas en quoi je sers les intérêts. Moi, j'aimerais que Zimmerman et quelques autres lisent ce rapport avec un petit peu d'attention et me disent, je veux bien tout entendre, là où j'ai servi je ne sais quel intérêt ou je ne sais quel copain, à commencer par François Hollande. Les DRM, les droits, la gestion des droits numériques, ouais. Qui est un des chantiers les plus touchy, on va dire quand même, de ce rapport. Est-ce que vous l'avez totalement résolu cette question-là? Que deviennent et comment on règle la répartition de ces droits numériques? Vous l'avez déjà un peu abordé, mais quand même, c'est là-dessus aussi que la lecture va être extrêmement attentive. Qui va être reversée à quoi? Attentive. Vous savez, dans les 80 propositions, à chaque fois, on fait une analyse critique du secteur, du sujet posé, on fait une proposition et dans la plupart des cas, on propose une sorte de mode d'emploi
pour usiner, outiller la proposition afin qu'elle soit très vite discutée sur le plan pratique. Je vous pose cette question comme ça parce que, au fond, ce que vous nous dites ce matin, vous l'auriez dit 20 ans plus tôt, je pense que ça aurait fait, en fait, au fond, très peur. Quand vous dites il faut s'inspirer, et vous le dites sans malice, hein, clairement, mais quand vous dites il faut s'inspirer des FCC américaines ou davantage de voir comment le système américain régule et organise tout ça, on vous aurait dit à une époque, ça y est, vous voulez brader la question du droit d'auteur et passer au fond à la question du copyright. Et certains vous auraient dit, est-ce que vous ne mélangez pas par moment la question de la création artistique, de sa commercialisation ? Je ne mélange pas du tout copyright et droit d'auteur quand j'évoque la FCC, c'est une question de méthode. Je dis que la régulation à la française est absolument nécessaire parce qu'on a 65 millions d'habitants, qu'on ne peut pas vendre sur tout un pays continent, ni à travers le monde, à travers la langue anglaise et le savoir-faire d'Hollywood. On ne peut pas vendre de la même manière. On doit donc trouver le moyen, comme l'ont réussi en grande partie les Allemands, à amortir déjà en grande partie notre production de biens artistiques et de contenus culturels sur le territoire français. Ce que j'aime dans la FCC, ce que j'apprécie professionnellement, c'est la méthode qui permet tous les jours de travailler et de moduler les réglementations. Et ce que l'on peut apprécier dans la FCC, c'est son indépendance, dont on espère que le CSA la sera tout autant. Je trouve que la réforme du CSA, Schramek, que ce soit voté au 3/5 du Parlement, c'est quand même une belle avancée, c'est un bon signe. Brice Couturier. Oui, parlons un peu politique. Ségolène Royal estimait hier qu'il y avait un peu trop de désordre à Bercy où les ministres se tirent entre les pattes. Pour prendre le cas de votre commission, qu'est-ce qui vous a soutenu le plus ? C'est Fleur Pellerin ou c'est Aurélie Filippetti ? Si je vous réponds les deux, mon général. Je ne vous croirais pas. Pourtant, on a quand même diablement dialogué, et bien dialogué, avec notamment, évidemment, Aurélie Filippetti, son cabinet, il y avait plusieurs experts de la DGMIC et d'autres grands départements du ministère de la Culture qui travaillaient aux côtés des membres de la mission. Et avec l'économie numérique, franchement, on a bien bossé. Et puis avec aussi le Centre national du numérique qu'elle a reconfiguré et qu'elle a réinstallé, on a bien travaillé aussi, franchement. Et avec tout ça, vous n'avez pas peur que le théâtre Marigny soit totalement désaffecté avec toutes ces propositions de spectacles virtuels divers et variés ? Vous êtes aussi le patron du théâtre Marigny, où il y a en ce moment Gad Elmaleh. Que ne faites-vous pas ? Je pense que... c'est la marotte, ça. Hein, c'est la marotte et c'est une passion. C'est pas du tout qu'il va rester en jachère, c'est qu'on se met il va y avoir des travaux pendant 1 an au théâtre Marigny. C'était un engagement qu'on a pris au moment du renouvellement de concession qu'avait souhaité François Pinault avec la ville de Paris, qui est propriétaire des murs. Et il va y avoir 1 an de travaux où il ne faut rien toucher et en même temps tout adapter technologiquement pour qu'aussi bien tout l'appareillage de scène, de son, de lumière soit au meilleur standard. On y retrouve ce qu'on appelle l'esprit Canal. Je ne sais pas ce que c'est l'esprit Canal. Il y a Édouard Baird, Gad Elmaleh, le rire. Oui, il y a eu aussi Shakespeare, il y a eu pas mal de choses, il y a eu Claudel, il y a eu pas mal de trucs. Je ne savais pas que Claudel c'était l'esprit Canal, c'est bien. On dit Claudel plus. Hein. Excellent. Dites Pierre Lescure, je vous donne, pour terminer, on termine toujours par une petite chanson, enfin avant le tout feu tout flamme de Sébastien Le Foll, ou une musique choisie, et je vous propose 2 choses. Vous avez ou légalement le Get Lucky de Daft Punk, voilà, ou on l'a téléchargé illégalement, mais bien joué, parce que Daft Punk, sachant qu'il serait piraté, ont de toute façon, par moment, mis en ligne quelques versions de leur album, qui sont aujourd'hui échangées dans des plateformes gratuites de pair-to-pair. Et là, j'ai un autre titre, mais qu'on pourra entendre légalement que le 21 mai, ou qu'on peut entendre illégalement tout de suite. Vous choisissez quoi ? Illégalement tout de suite. Doing it right, everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right.
Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Vous aurez remarqué l'ironie de ce titre de Daft Punk, Pierre Lescure, c'est Doing It Right. Doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and feeling 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 it right. Everybody will be Bon, vous l'auriez programmé ça, du temps où vous faisiez Vous l'idiot étiez pas né. en talons en Barésie avec Antoine Decaune, non? Ah oui, je l'aurais programmé, sûr. C'est bien. trop, c'est quoi? C'est pas assez rock ou ça l'est quand même assez, ou plus du tout, et ça vous plaît quand même? Vous savez, le Parce rock... que les enfants du rock, on s'en souvient, regardez Brice Couturier ici, il vous regarde Vieux avec fan. une larme à l'œil. Hein. Non, mais vous savez, les enfants du rock, c'est un magnifique souvenir parce que c'était un creuset. On programmait en fait dans cette émission tout ce qui procédait du rock. Il y avait aussi bien de la BD que de la vidéo ou que de la musique et toute forme de musique. Le rock, c'est un peu comme l'esprit dont vous parliez. C'est ouvert sur une musique d'aujourd'hui. Après, on peut lui donner plein de qualificatifs. Il reste assez présent cet esprit-là aujourd'hui dans le Canal+ d'aujourd'hui. Je sais pas, nous... Vous n'allez pas vouloir le commenter. l'esprit- Non, mais je veux pas commenter parce que d'abord, vous savez, Canal a 28 ans. Donc en 28 ans, je sais, on change pas de nature, mais on peut changer d'esprit, on change de manière de regarder les choses. Donc c'est normal que Canal n'ait plus la même fraîcheur qu'au début. L'esprit qui a présidé au début, c'est que, en toute immodestie, on avait une page blanche. Ce qui était facile, on n'était que la 4e chaîne. Et le Vous vous soutien rendez du compte président de la République. Oui, mais on s'en fout du... Non, mais ce qui quand n'était vous pas rien, programmez, vous pensez pas au avec président de la Rousselet. République. Bien sûr que non, mais vous non, saviez que vous aviez carte blanche après tout. Mais quand vous... C'était plutôt confortable, c'est ça que je veux dire. Il faut utiliser à mort une carte blanche quand pour la première fois vous faites payer. C'est pas le président de la République qui payait les abonnements, c'était les citoyens. Donc il fallait que le citoyen soit heureux. Donc essayons que ce soit gai et libre. Utilisons la page blanche. Très court, Brice, mais allez. L'ironie a tourné au rictus. C'est pas faux.